Bonsoir Montreuil, bonsoir Montreuilloise, Montreuillois. Bonsoir. Et tous les banlieusards de Montreuil, bonsoir les Parisiens. Merci à tous et toutes d'avoir répondu présent ce soir. Je suis vraiment ravie qu'on ait pu organiser cette avant-première et avant toute chose, je tiens à remercier la société UFO qui distribue les films pour avoir pu organiser cette avant-première, cette rencontre de After Blue Paradisal, et j'appelle sans plus attendre à me rejoindre le réalisateur Bertrand Mandico et les actrices Elina Lorenzo et Paola Luna. Bonsoir, et Claire Duburc aussi qui est là, donc la surprise d'être là ce soir. Bienvenue, et nous serons, je serai également ce soir avec Alicia Lepoitvin, tu peux venir avec nous, qui est étudiante en cinéma à Paris 3 et qui va co-animer cette rencontre avec moi. Et merci à l'association 7e Lune, dans les Voyages dans la Lune, pardon, je confonds les noms, qui nous a permis de mettre en contact. Merci à tous d'être là ce soir. On va se retrouver bien sûr à l'issue de la projection pour une rencontre, mais peut-être que vous avez un petit mot de présentation, d'accueil. Oui, bonsoir. Donc, merci d'être là, merci pour cette invitation. Je prends la parole. Les chères actrices m'ont dit parle à notre place pour changer. Voilà, je ne vais pas dire grand-chose et surtout je vais essayer de ne pas redire ce que j'ai déjà dit dans notre cinéma, même si vous ne l'avez pas entendu, mais voilà. Non, ce que je peux vous dire, c'est que tout ce que vous allez voir a été filmé sur support pellicule, 35 mm. Ça sort de la caméra telle que vous allez le voir, donc on peut dire que tout ce que vous allez voir est vrai. Et puis, voilà, ce film est une invitation à tout lâcher, à oublier la morne réalité, l'actualité, la politique, et à se perdre dans une aventure particulière. Voilà, donc lâchez-vous, et j'espère vous retrouver à la fin. Voilà. Bonne projection. Merci, on se retrouve tout à l'heure. Très bonne projection. Elina Lorenzo, Paola Luna. Et également Claire Duburc qui est dans la salle. Claire, si tu veux nous rejoindre, tu es la bienvenue. Claire qui est là, sous applaudissements. Merci. Alicia et moi allons poser les 2, 3, 4 premières questions, et puis quand vous avez envie quand vous êtes sorti de vos émotions, voilà, quand vous avez envie de prendre la parole, prenez-la, demandez-la. Je vais commencer, Bertrand, par vous citer en fait, parce que j'ai lu dans je sais plus où, vous parliez de l'importance pour les auteurs de s'emparer, et je cite, d'une forme d'entertainment expérimental. C'est une formulation qui m'a vraiment parlé, et
en particulier pour ce film-là, qui est vraiment un film d'une très grande singularité, qui porte votre patte, et aussi un film qui est extrêmement ludique, où le plaisir cinématographique est très grand. Et je voulais savoir si c'était... Enfin, je pense que c'est un désir qui préside à beaucoup de vos films, mais en particulier celui-ci, et l'idée d'explorer la figure du western, une figure cinéphilique comme ça, assez imposante, et d'avoir d'explorer ce divertissement dans le cinéma d'auteur, dans le cinéma expérimental, dans le cinéma singulier qui est le vôtre. Est-ce que c'est une des choses qui a présidé au désir de ce film ? Ben oui, c'est l'idée de l'hybridation du genre, quoi. C'est-à-dire que le genre a été exploré, est encore exploré. Il y a quelque chose d'un peu répétitif, je trouve, aussi dans l'exploration du genre, des figures de style comme ça imposées. Et moi, je trouve qu'il est temps de créer des films hybrides qui vont emprunter au western, prendre ce qui est intéressant dans le western et puis le faire muter, emprunter à la science-fiction, la débarrasser de science et garder de la fiction, l'heroic fantasy, etc. Donc il y a cette idée effectivement d'expérimenter, de créer une nouvelle cuisine, et en même temps sans bouder le plaisir, quoi, en étant aussi dans quelque chose de pop, d'attractif, de plaisant. Je parlais d'abandon tout à l'heure, où on peut se perdre. Voilà, parce que trop souvent, le cinéma de genre, ou le cinéma de fantaisie, le cinéma de la forme, de l'imaginaire, est captif et capturé par les grands studios qui s'accaparent la chose. Et qui peuvent être assez inhibants pour les cinéastes, les auteurs, parce que forcément les grands studios ont des moyens, et donc déploient les moyens pour créer un imaginaire clinquant, souvent déshumanisé pour moi. Et donc l'auteur va avoir tendance à se réfugier dans un cinéma plus intimiste et dans un univers plus quotidien. Or moi je n'arrive pas à me résigner à ça, quoi. Donc je me dis bah non, je vais prendre à bras le corps mon imaginaire, et puis je vais utiliser les outils du cinéma, ce que je sais faire avec la pellicule, pour voilà, donner corps à un film différent. Voilà, on n'est pas plus riche qu'un auteur qui fait un film avec Vincent Lindon, patron d'entreprise ou autre chose. Mais non, mais je veux dire, on pourrait croire qu'il y a plus. Non, il n'y a pas forcément plus, il y a même moins. Mais voilà, on met l'énergie et l'imaginaire va prendre sa place comme ça dans le film. Moi, je trouve que c'est important qu'il y ait une variété de films différents, qu'il y ait un éventail. Voilà. Mais souvent, le cinéma d'auteur a tendance à aller toujours vers la même direction, quoi. J'ai une autre question. Pour ceux qui connaissent le cinéma de Bertrand Digo, vous avez peut-être vu Ultra Pulp. Et je voulais savoir, est-ce que c'est à partir du moment où vous avez fait ce court-métrage-là, vous avez eu envie de reprendre votre idée de faire After Blue? Parce qu'il y a quelques, je dirais, références où l'univers, la végétation qu'on retrouve dans Ultra Pulp, on la retrouve aussi dans After Blue. Alors, moi j'ai l'impression de tisser une grande toile d'araignée de film en film. Après les Garçons Sauvages, quand il a été question du film suivant, très vite s'est imposé à moi ce film, qui était la réécriture, la réappropriation d'un scénario ancien, qui était un scénario de western. Et j'aime, c'est important pour moi de faire des courts-métrages, des moyens-métrages, et notamment entre After Blue et Les Garçons Sauvages, j'ai fait effectivement ce film qui s'appelle Ultra Pulp, où il est question de science-fiction, il est question d'actrices, de réalisatrices, mais pour moi ces films qui se sont mis entre ces deux longs métrages sont comme des films méta, quoi, des réflexions un petit peu sur ce que j'étais en train de faire. Voilà, je pense à voix haute, je me questionne sur le genre, je joue avec le genre, je recherche aussi, je fais des recherches avec les actrices, en l'occurrence Elina qui
qui était présente dans Ultrapulp et dans les autres films aussi. Et donc ces courts-métrages m'aident à tisser cette grande toile d'araignée que je tisse de film en film. Du coup, ça m'amène à une question pour Elina, puisque vous avez mentionné le fait que vous avez collaboré ensemble sur de nombreux films. Qu'est-ce qui pour vous fait de ce rôle dans ce film-là un rôle, une forme différente en fait de cette collaboration dans cette œuvre? Est-ce que pour vous ça a pris peut-être au niveau de l'émotion une autre dimension que les précédentes collaborations avec Bertrand? Déjà, même si on a fait pas mal de collaborations, c'est la première fois que je traverse avec un personnage du début à la fin et où je peux jouer moi-même avec des différentes couleurs parce que l'écriture permet par rapport à l'aventure que ce personnage traverse. Et c'est ça en gros. Sinon, à chaque fois, c'est... En fait, ce que je peux dire que j'exige de Bertrand, c'est de me donner à chaque fois l'opportunité de faire quelque chose de différent. Et parce que moi-même, j'adore me transformer. Je ne veux pas faire le même archétype. J'adore changer mon visage si c'est possible et avancer et découvrir. Et c'est ça, en fait, pour moi, dans cette collaboration, c'est en tant qu'auteur et réalisateur, il me permet de découvrir moi-même des autres territoires par rapport à la comédienne que je peux être. Et j'ai la chance. Ouais. Bravo, en tout cas. C'est rare. Donc, c'est pour ça que je suis très consciente de cette chance. Qui s'est offert à moi dans cette vie en tout cas. Alors Paola, j'ai une question pour vous. Comment vous avez abordé votre premier long métrage et votre première expérience dans le cinéma, il me semble, et qu'est-ce qui vous a plu dans le travail de Bertrand Mandico pour avoir fait ce film? Qu'est-ce que vous voulez dire par aborder? Comment tu es arrivé dans ce film? Oui. Ah, comment je suis arrivée? Comment tu as approché ce rôle? Votre ressenti sur le film? Pretty natural. C'était très instinctif en fait. Vu que j'avais pas de l'expérience, c'était très instinctif. Voilà. Moi, je me permets de faire la question ne m'est pas posée, mais je ne veux pas répondre à ta place. Mais ce que je peux dire par rapport à Paola, c'est que Paola, nous sommes rencontrés via... c'était Instagram, je crois. Non, même pas. C'était pas Instagram. Sur Instagram. J'avais fait un casting et c'était par hasard. C'était un ami. C'était pour Extasus. Oui. Et c'était un ami qui m'a conseillé d'aller dans un casting. Et moi, je savais pas que c'était un casting pour jouer, parce que j'avais jamais joué. Et puis, c'était, je sais plus, c'était 3 improvisations fous. Et ça m'a fait beaucoup de plaisir. Et c'est par là. Voilà, bon, moi donc j'ai vu des photos Instagram de toi, quand on m'a parlé de toi, c'est ça. Et puis, Paola est venue pour une trilogie de vidéoclips que j'ai fait entre les 2 films, qui s'appelle Extasus pour M83, qui prenait la forme d'un court-métrage. Et Paola était extraordinaire dans ses essais. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'elle avait le physique, en quelque sorte, du personnage tel que je l'avais imaginé. Et le seul inconvénient, c'est qu'elle ne parlait pas un mot de français quand je l'ai rencontrée. Paola est allemande et tu parlais allemand. Tu parlais très bien anglais, bien sûr, mais c'était... Voilà. On a quand même tourné... tu avais un petit rôle, tu donnais des coups de seringue dans Pauline Lauriard. Je trouvais ça magnifique comme tu l'appliquais. Et après, tout de même, je me suis dit, c'était quelques mois après, c'est trop bête de ne pas convoquer Paola.
et tu es venu, et là, miracle, hein, pas miracle, talent, tu parlais français, très bien français. Voilà. C'était quoi du coup le secret d'apprendre français en 3 mois, ça s'est fait? C'était la motivation de... Déjà, je pense que quand on a fait le casting pour After Blue, j'avançais vers le français parce que j'avais envie de parler, je vivais à Paris, mais je me rappelle que Chris, elle me disait, il faut que tu arrêtes de parler anglais, il faut que tu parles français si tu veux faire ce projet. Et donc, j'ai arrêté de parler anglais et j'ai que parlé français, même si ça voulait dire que parfois je parlais pas du tout et qu'il fallait observer, il fallait être silencieuse. Mais c'était très beau, c'était pas du tout une chose difficile, c'était une chose très passionnante. Félicitations en tout cas. Ben oui, et puis comme Claire est là, j'en profite hein, parce qu'on parlait des correspondances comme ça, des glissements de jeu. Donc Paola, on s'est rencontrés sur Extasus et tu t'es retrouvée à avoir ce rôle où tu es... Bon, bref, j'adore Paola, voilà. Et puis j'ai rencontré Claire aussi, alors là c'est sur le casting effectivement d'After Blue, où Claire joue une des jeunes filles de la plage au début, puis une fille morte après, et aussi par glissement comme ça, Claire m'est apparue vraiment l'actrice idéale après pour incarner Conan la barbare, hein, dans un prochain film à venir que j'ai déjà tourné, que j'ai commencé à monter. Elle fait la Conan de 15 ans. Et c'est tout ça pour vous dire que moi j'aime bien ces idées de glissement d'un rôle à l'autre, retrouver des actrices. Voilà, moi ce que j'ai envie c'est de retrouver Paola prochainement. Et voilà, créer une famille, une troupe comme ça, c'est très très important. Et les amener de rôle en rôle vers des personnages différents, comme disait Elina. Les reprendre là où on s'est laissé au dernier film et puis aller explorer autre chose. Claire, du coup, vous pouvez nous raconter un peu votre arrivée comme ça dans l'univers de Bertrand Mandico qui vous a amené donc à un 2e long métrage bientôt sur vos écrans, j'imagine. Pas bientôt. Pas bientôt, enfin le temps du... Combien de montage? Un petit moment, bientôt, un jour. Claire? Eh ben, c'était un casting folle, comme dit Paola. Et Paola parlait déjà très bien français, je trouve. Et donc, c'était très physique, animal. C'était trop bien. Il y avait... ouais, je sais pas. Moi, j'avais déjà vu la bande-annonce des Garçons Sauvages. Ensuite, j'avais vu le film. Et au moment où j'ai passé le casting, je rêvais déjà de travailler avec Bertrand. Donc je pense que j'ai tout donné. Et après, au moment du tournage, il y avait quelque chose d'assez magique. Au moment où... Je pense que vous ressentez la même chose, enfin vous avez ressenti la même chose. Au moment où on est sur le plateau de tournage avec les décors et les lumières et l'équipe et tout le monde qui travaille à ce même imaginaire. Du coup, moi je l'ai emporté là-dedans. Enfin, je pense comme vous, assez naturellement et comme dit Paola, instinctivement. Moi j'ai 2 questions. La première, c'est si Kate Bush, ça a quelque chose à voir avec Kate Moss. Je réponds d'abord à la première. Alors Kate Bush a à voir avec Kate Bush. C'est-à-dire que le Kate Bush, la chanteuse, l'artiste, est quelqu'un que j'adore, que j'admire, sinon je n'aurais pas donné le nom de Kate Bush à mon personnage. Et l'univers de Kate Bush infuse l'imaginaire du film, quoi. C'est peut-être pas évident de prime abord comme ça, mais tout l'imaginaire de Kate Bush infuse comme ça dans le film. Après, je voulais boucler l'hommage
en donnant son nom à un personnage dans le film. Et ça me semblait idiot d'essayer de trouver quelqu'un qui lui ressemble physiquement ou qui ait les mêmes traits de caractère. Je voulais prendre le contre-pied de ce qu'est Kate Bush pour moi. Et donc j'ai donné le nom de Kate Bush justement pour créer un déplacement, un glissement, un contraste, quelque chose qui crée un petit malaise ironique à Agatha Buzek, donc, qui joue ce personnage à la fois meurtrière, à la fois personnage envoûtant. Voilà, elle s'appelle Katarzyna Buszowski, comme vous avez entendu, son diminutif c'est Kate Bush. Et pour moi aussi, j'ai imaginé ce futur avec des résidus de la culture pop, c'est-à-dire que ce qui reste de notre époque dans ce futur, bah, c'est des noms qui continuent à résonner comme ça, comme un écho dans la nuit. De la même façon que il y a la statue de la planète des singes, la statue de la statue de la liberté sur la plage de la planète des singes dans la version des années 70. Voilà, les habitants de Terre, enfin, pas Charlton Heston, mais les autres, ne savent pas ce que ça signifie, et c'est là comme un résidu de notre culture. Ben, c'est la même chose, quoi. Voilà. Mais comme je n'avais pas les moyens d'avoir une statue de la liberté, c'était Kate Bush, quoi, le nom de Kate Bush. Merci. Et la deuxième question, c'est, je voulais vous demander si vous connaissez un film mexicain qui s'appelle We Are the Flesh, Tenemos la carne. Et j'ai trouvé qu'il y a, comme dans l'esthétique, des choses qui m'ont beaucoup fait penser à ce film. Et ben, c'est un film dont je connais le titre, j'en ai entendu parler, mais je ne l'ai jamais vu encore. Voilà, mais on en a beaucoup parlé. Et je crois qu'on en a reparlé aussi autour d'Afterblue. Bonsoir. Du coup, je vais continuer sur ce que disait monsieur sur Kate Bush et sur une référence à un autre film. Moi, j'ai beaucoup vu de références au niveau de l'esthétique sur le Globe d'argent de Zulawski. Et du coup, je me suis demandé, est-ce que c'est à cause de Zulawski que vous avez rendu Kate Bush, Katarzyna Buszowski, une femme polonaise? Voilà, c'est une question un peu idiote, mais voilà. Mais elle n'est pas du tout idiote, votre question. J'adore Zulawski. Vraiment, c'est un cinéaste très très important pour moi. En plus, j'ai une histoire personnelle avec lui. C'est quelqu'un que j'ai rencontré à un moment donné où je faisais des cours. Voilà, il est venu vers moi de façon spontanée, très chaleureux, plus qu'encourageant, quoi. Et ça m'a fait un bien fou à ce moment-là, parce que moi, ça n'allait pas fort. Hein. À tel point que j'ai cru qu'il se trompait, quoi, qu'il m'avait pris pour quelqu'un d'autre. Mais non, c'était bien moi, et donc voilà, c'était d'autant plus troublant que c'était vraiment un cinéaste très, très important pour moi. Et c'est vrai que le Globe d'argent fait partie de ces références importantes, parce que c'est des films de science-fiction qui ne sont pas dans les lieux communs de la SF, quoi. C'est des films de science-fiction d'auteur, il y a une recherche de fond, de forme, extrêmement âpre, extrêmement différente. Donc il y a des scènes de plage aussi qui sont magnifiques. Donc j'avais ce film en tête. J'ai toujours Zulawski en tête de toute façon quand je tourne, de plus en plus même, je crois, par rapport à un certain lyrisme, etc. Et puis aussi, moi j'ai une connexion un peu particulière avec le cinéma polonais, enfin avec plein de cinématographie, mais le cinéma polonais en particulier, le cinéma de Walerian Borowczyk, auquel j'ai rendu hommage dans un de mes premiers films. Donc voilà, pour moi c'était intéressant de faire exister la Pologne dans ces communautés qui peuvent renvoyer aux communautés d'Amérique du Nord au début du XXe siècle. Je voulais savoir, à chaque fois vous faites des films avec principalement des femmes, et je sais pas d'où ça vient cette histoire, une planète comme ça, post-apocalyptique, ça fait penser à d'autres films, un peu, il y a une ambiance un peu Mad Max aussi, mais je sais pas, est-ce qu'il y a une raison à ces personnages féminins, à la chair qu'elles ingurgitent, ce qu'elles en font, je sais pas, j'aimerais savoir un peu plus. Bah, la raison est très simple, c'est que j'aurais aimé être une actrice. Il n'est peut-être pas trop tard, j'espère le devenir un jour. J'aurais aimé être Delphine Seyrig, je crois même.
Au travers de mes films, enfin au travers des films, je peux toucher, j'allais dire, ce fantasme, cet idéal, en travaillant avec des actrices, en leur proposant des rôles qu'on n'a pas l'habitude de leur proposer, en les amenant dans des drôles d'univers, en leur donnant la réplique avec la caméra, parce que je suis derrière la caméra, je cadre, donc je suis le premier regard, j'allais dire, sur les actrices, et je suis en dialogue avec elles quand je cadre. Donc ça, pour moi, c'est le moteur de ce choix dans ces films-là. Le scénario initial que j'avais écrit était dédié à des acteurs. La première version qui s'appelait J'ai tué Frank Red était plutôt un film queer et gay, on pourrait dire. Et voilà, moi j'ai évolué, j'allais dire, dans ma filmographie, et au moment où il a été question de faire le film d'après, il y avait une réplique du personnage d'Elina qui traînait à la fin des Garçons Sauvages, qui était l'avenir est femme, l'avenir est sorcière. J'avais envie de reprendre cette réplique et d'en faire, j'allais dire, la porte d'ouverture pour ce nouveau film. Mais voilà, en tout cas, ce que je vous ai dit au début, c'est vraiment ça, c'est pouvoir travailler avec des actrices et leur proposer autre chose, quoi. Je sais pas ce que tu en penses, Elina. Je ne sais pas si je veux dire quelque chose, mais c'est intéressant qu'aujourd'hui on pose cette question, parce qu'on ne posait jamais à Sergio Leone pourquoi vous travaillez qu'avec des hommes la plupart du temps. Donc oui, c'est un truc bizarroïde, parce que comme tu le fais, ça devient quelque chose en soi. Ça devient un style en soi. Mais à part ça, voilà, c'est des univers, et que moi, en tant que femme et actrice, je suis trop contente que je suis dans la compagnie des autres comédiennes. Et je peux dire, j'ai rien contre les comédiens, et j'aime beaucoup certains, mais c'est un vrai plaisir de travailler avec des comédiennes. Ouais. Mais il y a aussi la dimension dont parlait Madame, post-apocalyptique du film, parce que là, le postulat est posé, c'est une planète où il n'y a que des femmes. Et du coup, moi, j'aurais bien aimé aussi vous entendre sur la dimension, on va dire, écologique du film, qui prend en compte... alors, il y a une tarte à la crème du film écologique qui serait un documentaire militant, etc. Là, on est très très loin de ça, y compris parce qu'on ne voit pas la Terre détruite. Mais ça n'en est pas moins saisissant, je trouve, sur cette question, sur la question par le récit de la scène d'ouverture, de la Terre qui est pourrie, etc. Je voudrais savoir à quel moment cette dimension-là, est-ce qu'elle était à l'origine du projet, ou c'est quelque chose qui est venu se greffer au fil des années? Non, ça c'est la métamorphose du projet, c'est-à-dire quand j'ai repris le vieux scénario, c'était la même trame, hein, forcément, et j'ai pas changé les caractères des personnages, donc voilà, c'était écrit tel quel, mais justement j'ai transposé ça dans ce monde du futur avec cette question écologique qui me semblait importante. Mais je ne voulais pas en faire un film à thèse, quoi, le film à message au premier degré. Il y a un précédent qui est un film de Jan Schmidt, qui est un cinéaste un peu oublié, tchèque, qui a fait un film dans les années 60, qui s'appelle Le Mois d'août dans l'hôtel Ozone. Et c'est un film qui est un peu comme traité comme un western. Ce sont des communautés de femmes qui évoluent sur la Terre, comme ça, dévastées. C'est un film en noir et blanc, très très beau, après une catastrophe post-apocalyptique. Et là, c'est un peu le chemin inverse. Les femmes sont à la recherche du dernier homme, parce qu'il n'y a plus d'hommes, il y a cette question de la fin de l'humanité et pouvoir avoir des enfants. Bon voilà, moi ça ne m'intéressait pas du tout cet axe-là, disons, mais dans ce film-là, j'aimais bien cette histoire de communauté de femmes sur des chevaux. Donc je l'avais en tête. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'était de créer une planète, j'allais dire, non agressive, sans prédateur, une planète idéale, hein, After Blue, finalement, il n'y a pas dans la nature de dominant et de dominé. Ce qui va créer un peu le bazar, ce sont les humains.
qui arrive plein de bonnes intentions, avec des règles, avec tout ce qui découle aussi des règles. Ça devient extrêmement psychorigide, extrêmement compliqué quand on fixe des règles, même si c'est pour de bonnes intentions. Et il y a toujours ce rapport du dominant et du dominé qui se met en place. Il y a toujours des excès. Donc voilà, ce paradis est sali par la présence humaine. Et j'ai essayé d'imaginer un récit qui soit un récit initiatique, un rapport mère-fille, ce qui m'intéressait le plus, avec une jeune femme qui naît sur cette planète, qui s'ouvre comme une fleur et qui découvre et qui goûte à tout ce qu'elle peut goûter, tout en étant dans une idée de solitude comme ça, et la mère qui est à la fois mère courage et père lâche, on pourrait dire, et qui poursuit cette mission. Donc c'est essayer d'imaginer comment pourraient vivre des humaines sur cette planète idéale, et comment, sans essayer de reproduire les mêmes bêtises, tout de même on pourrait se prendre les pieds dans le tapis, quoi. Malgré l'absence des hommes. Il faut l'admettre. Pour rebondir sur la question de Marie, moi je pense quand même le film est assez pessimiste si on le regarde du point de vue écologique, post-apocalyptique. Est-ce que c'est votre vision futuriste de la Terre? Enfin, quelle est votre vision, en tout cas actuelle, pour vous être inspiré de l'actualité pour créer ce film? Est-ce que c'est une angoisse qui pourrait être futuriste, en fait, que l'humanité se dirigerait vers un univers dans ce style-là? Non, c'est difficile d'être ultra optimiste, mais c'est un prétexte à la fiction pour moi. Hein. C'était aussi trouver une île, une planète, pour sortir de l'île justement, qui était aussi l'endroit où les garçons sauvages s'épanouissaient. C'est trouver une planète avec de nouvelles règles. Pour créer, j'allais dire, ce décorum, ce contexte qui me permet de raconter cette histoire comme ça. Donc j'ai imaginé effectivement que la Terre, au bout d'un moment, elle commençait à être sévèrement malade, et forcément c'est ce qui va se passer. La Terre, même si on arrête de je sais pas, de polluer, etc., il y aura forcément quelque chose qui sera un peu abîmé, il y aura une surpopulation, etc., et on cherche à aller ailleurs, forcément. Enfin, c'est notre instinct animal, quoi, d'aller coloniser autre chose. Donc j'ai juste extrapolé sur ce qui aurait pu se passer, et ce qui pourra se passer, peut-être. Et puis après, j'ai imaginé ce virus hormonal qui empêche la présence des hommes nés hommes sur cette planète, pour pouvoir justement trouver un prétexte pour justifier mon récit au féminin, mon récit d'aventure sur cette planète. Donc c'est pas du pessimisme, c'est une extrapolation, une divagation pour créer du récit et de la réflexion. Moi je voulais savoir par rapport à votre prochain film justement, parce que j'ai une amie qui a travaillé dessus, si ça allait être dans le même univers, pourquoi Conan la barbare, etc. Voilà, si vous pouviez un peu en parler. C'est qui votre amie? C'est Viviane. Viviane, maquilleuse. Ok. Eh bien, c'est difficile de parler de la suite. On vient de parler de ça. Le film suivant, c'est donc Conan la barbare. C'est un corpus de films en réalité. Donc il y a un long métrage qui est le film principal, et puis il y a des satellites qui sont des films que j'ai tournés en partie pour certains au Théâtre des Amandiers, parce que le projet a été initié par une invitation de Philippe Ken pour venir faire semblant de faire du théâtre aux Amandiers, en tout cas créer un projet hybride où j'aurais mêlé, je parle au passé parce que le spectacle n'a pas eu lieu, où j'aurais mêlé cinéma et spectacle vivant. Il y avait aussi l'idée d'être sur les traces de Patrice Chéreau, qui avait fait construire un studio aux Amandiers pour tourner La Reine Margot. Et donc Philippe m'a dit: je vais te donner le studio, tu vas faire quelque chose de complètement hybride, quoi. Il avait invité des cinéastes prestigieux avant moi, donc je trouvais ça flatteur. Puis c'était vraiment son dernier
son dernier baroud d'honneur, parce qu'après il est parti des Amandiers. Donc j'ai accepté ça avec une petite provocation en me disant, mais si je fais un truc, ça sera pas du tout classique, quoi. Je vais faire un Marraine Margot à moi, ça sera Conan la Barbare. C'était pour le tester un peu, on se connaissait pas bien, et donc ça l'a fait marrer. Il m'a dit, bah vas-y. Et puis surtout, je crois qu'il a annoncé ça dans la presse, et après j'étais coincé avec cette idée-là. Donc je me suis dit, il faut y aller. Donc j'ai repris des textes que j'avais commencé à travailler sur l'autre monde. J'avais envie de travailler aussi sur la Divine Comédie. Enfin, j'avais accumulé pas mal de recherches, et j'ai créé un premier récit, le long métrage, qui est l'histoire de Conan la Barbare. Une femme qui se raconte depuis les enfers, avec une structure un peu à la Lola Montez. Et il y a autant de Conan qu'il y a de décennies. Elle voyage dans le temps. En réalité, le début ressemble beaucoup au Conan originel, l'époque cimérienne. Et puis après, j'en profite pour faire des sauts dans le temps et voilà, raconter cette histoire d'une femme. Et le comble, pour moi, le comble de la barbarie, c'est vraiment la vieillesse qui tue la jeunesse. Donc voilà, en gros, c'est ça que je déploie au travers d'un long et des films méta, pour le coup. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est un peu long à monter. Parce qu'il y a 4 films en tout. On attendra, il n'y a aucun problème. Merci pour cette question qui, du coup, était, je pense, une très bonne question de conclusion de rencontre tournée vers l'avenir. Merci beaucoup, tous les 4, pour votre présence. Je crois que vous pouvez applaudir Bertrand et Elena, Paola, Claire. Merci Alicia pour la coordination de la rencontre. Et merci à UFO pour l'organisation de cette avant-première. On garde un petit temps, je crois, pour... Oui, c'est la partie la plus triviale de notre rencontre. Soyons triviaux. Donc Stéphane Auclair, UFO, a le bon goût de créer des belles choses autour des films, des coffrets DVD, des affiches, des vinyles. Donc toutes ces belles choses qui sont proposées au sortir de la salle, et moi je me propose de salir toutes ces choses en faisant des dessins ratés, des dédicaces, des choses comme ça dedans. Voilà. Merci beaucoup. Bertrand, donc on se retrouve à la sortie de la salle pour ceux qui souhaitent. Merci de votre présence ce soir. Et le film sort, oui, je le dis quand même, le film sort demain sur beaucoup d'écrans, dont celui-là. Donc je pense que vous l'avez apprécié puisque vous êtes resté tout le long de cette rencontre. Donc parlez-en, écrivez dessus. Mais c'est un film qui est fait pour être vu, hein, je tiens à rester. Merci infiniment. Très bonne soirée à tous et à toutes.